qu'est-ce qu'il est beau le pain. S'il est aussi beau qu'il est beau. Ah, mais j'en suis sûre, regarde. Niedermorschwihr est vraiment une destination gastronomique, mais ça tient à la fois de certains viticulteurs de talent qu'il y a à Niedermorschwihr et puis de Christine Ferber. Ça sent bon. Ça a été la première femme en pâtisserie, en effet, à se faire connaître, à faire parler d'elle, mais aussi à oser des choses, à faire les choses différemment. Ce que j'aime particulièrement dans ce métier, c'est que tout d'abord, je suis boulangère, pâtissière, confiseuse et chocolatière. Et qu'à chaque moment de l'année, à chaque saison, il y a un de ces métiers qui vous donne un peu plus de travail. Christine, c'est quelqu'un d'incroyablement moderne parce qu'elle travaille avec les saisons, avec son terroir. Et ça, c'est son quotidien. Et c'est un quotidien qui, aujourd'hui, prend le nom de locavore, de saisonnier. Elle sait ce qu'elle veut. Elle connaît les fruits. Elle peut dire s'ils sont encore trop mûrs, pas assez de couleur ou déjà un peu trop mûrs. C'est vrai, elle est vraiment dans son métier. Ben, c'est la reine des confitures, comme on dit. Et ce sont des confitures qui respectent le produit, on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on goûte, la cuisson est juste parfaite. Son père lui disait mais non, on va jamais gagner de l'argent avec la confiture. Et je lui disais, Christine, n'écoute pas, vas-y, fais comme tu as envie, fais comme tu penses. Et de toute façon, Christine ne fait que ce qu'elle a envie et ce qu'elle aime faire. Jusqu'aujourd'hui, j'ai fait plus de 850 sortes de confitures, autant sucrées, certaines salées, et les créations peuvent aller à l'infini. Vu de l'extérieur, on se dit waouh, elle travaille beaucoup, elle remplit elle-même ses pots de confiture parce que les autres vont pas assez vite, font pas assez bien. Donc c'est elle qui a le coup de main, effectivement, elle a le coup de main magique. Christine, c'est la reine, c'est la fée des confitures. Mais Christine, c'est une fée en général, c'est même pas une fée des confitures, c'est une fée pour tout le monde. C'est une personne qui est là comme toutes les fées, qui est là pour vous porter, pour vous faire du bien. Et dès qu'on l'approche, elle fait du bien, c'est clair. Mais j'ai surtout la chance d'avoir, jusqu'à présent, pu garder mes ailes de la liberté. Et tant qu'on peut garder ces ailes-là, on peut créer et toujours faire de nouvelles choses. On est quelque part dans un monde, encore un monde enchanté, qui nous permet de rêver et toujours de voir la vie d'une manière très très belle. Voilà, je vous remercie de me recevoir, c'est un honneur pour moi. De partager mon métier, ce que je fais et puis ma façon de voir les choses. Merci beaucoup. Alors je vais parler très simplement parce que chez nous, c'est à Niedermorschwihr, c'est un lieu très simple, c'est une maison très simple. Et un jour, un journaliste de la Tribune de Genève a écrit, c'est lui qui le disait. Moi, je ne dis jamais qu'on fait les meilleures choses parce que chaque jour, je me retrouve devant une matière qui est vivante, qui bouge. Et chaque jour, la matière peut me jouer un tour. Si je suis trop sûre de moi, mais je suis sûre de trébucher. Il faut toujours que je reste très humble face à cette matière et que je souhaite en faire. Elle est très belle, elle est parfaite au départ. Et il faut que je souhaite simplement que je mette en œuvre toutes les qualités professionnelles que j'ai, que je souhaite de la transformer en une chose très très belle. Alors ce journaliste disait, Christine Ferber, les meilleures confitures du monde, les meilleurs chocolats du monde, et dans un lieu criant de simplicité. C'était un des plus jolis petits articles
que j'ai eue. Et je m'en souviendrai toujours, parce que chez moi, c'est un lieu simple. C'était au départ l'épicerie du village que mes parents ont repris. Papa était boulanger, il a commencé à faire du pain. Et c'est resté encore aujourd'hui l'épicerie du village. S'il vous faut une éponge, un petit peu de Pec-Citron pour laver vos ustensiles, tout est encore dans notre boutique. Et je tiens à ce qu'elle reste très simple, parce que je souhaite rester là pour tout le monde. Les gens qui ont peu d'argent, un peu plus d'argent et beaucoup d'argent. C'est vraiment, et c'est aussi un lieu où on parle encore le dialecte alsacien et où les gens très âgés qui communiquent encore en dialecte peuvent trouver un lieu d'échange. Voilà. Alors, j'ai appris ce métier quand j'avais l'âge de 15 ans. Et à l'époque, aucun patron ne voulait de femmes en apprentissage. Et je suis donc partie à Bruxelles, dans une école, pour apprendre ce métier pendant 3 ans. Ensuite, je suis rentrée. Mon père m'avait demandé d'apprendre ce métier. Je dois dire que je n'avais pas trop le choix. Bon, comme ma sœur et moi travaillions déjà à l'entreprise depuis toute petite, nous étions les apprentis. Ma sœur à la boutique parce qu'elle souriait toujours. Moi à l'atelier parce que je tirais toujours une tête désagréable. Donc on m'a dit, toi tu dois rester à l'atelier, il faut te cacher. Alors, sinon tu vas faire fuir nos clients. Et donc, j'estimais à 15 ans déjà être pâtissière, d'avoir fait le tour, et je voulais faire autre chose, et surtout, je voulais voyager. Mon père a réussi à me convaincre en me disant, écoute, si tu apprends le métier de pâtissière, tu peux pratiquer ce métier dans le monde entier, tu peux voyager autant sur des bateaux, dans des hôtels, dans des boutiques, tu peux enseigner. Et un jour, il m'a emmenée dans une exposition artistique. C'était en 1976. C'était une exposition extraordinaire qui s'appelait Sucre d'art. Et où de très grands pâtissiers exprimaient leur créativité en travaillant le sucre sous de nombreuses manières. Sucre tiré, sucre filé, sucre coulé. Et entre autres, M. Pascal Niot de la Maison d'Aloyau avait créé une pièce mais extraordinaire qui lui a demandé près de 300-400 heures de travail. C'était merveilleux. Et je pense que c'est le côté artistique du métier qui m'a incité à embrasser cette profession. Alors, en 78, quand je suis revenue de Bruxelles, mon père, bien sûr, qui avait la boutique, voyait le développement de la boutique, voulait tout de suite que je reste à la maison. Et je suis quand même allée le voir et j'ai osé lui dire « Tu m'as promis de pouvoir voyager ». Et alors, il m'a dit « Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les garçons vont au service militaire pendant 1 an, tu peux partir pendant 1 an. » Et alors, bien sûr, à Paris, on n'acceptait pas de femmes dans les laboratoires. Alors, j'ai fait un concours en 79, un concours de pièces artistiques, et j'ai gagné ce concours des jeunes pâtissiers. Et on m'a présenté à Monsieur Pelletier, à l'époque, qui avait une boutique rue de Sèvres. C'était une boutique d'une 30aine d'employés, et c'était à l'époque la meilleure boutique de Paris. Et ce monsieur m'a embauchée pour 1 an. Et ça a été une très très belle année où j'ai eu un enseignement de pâtisserie-confiserie uniquement. Et très précis du point de vue de l'exécution des recettes. Et un monsieur très très avant-gardiste, il avait créé à l'époque la mode d'or qui sont devenus les relais dessert d'aujourd'hui. Et ensuite, je suis rentrée chez mon père et j'ai commencé à faire de la pâtisserie quotidiennement parce qu'à l'époque, mon père n'en faisait que les week-ends et les jours de fête. Voilà, alors il m'a dit en rentrant, il m'a dit « Écoute, ça m'arrange bien que tu rentres parce que moi, j'ai toujours rêvé d'être cuisinier. » Et c'est vrai qu'il a toujours pratiqué son métier comme un cuisinier. Il n'a pas suivi des recettes. Il y allait avec des tâtonnements, et il goûtait, il rajoutait. C'est vraiment une manière de fonctionner que je retrouve dans les confitures aussi. Quand on est créatif, on ne peut pas suivre que des recettes. On doit goûter et on doit faire surtout ce
comme on aime et ce que l'on aime. Et j'ai donc commencé à faire de la pâtisserie quotidiennement. Alors dans ce village, j'étais très souvent déprimée parce qu'il n'y a pas un chat qui venait dans le village. Et j'ai demandé à mon père, écoute, je pense qu'on devrait avoir une boutique en ville. Il me dit, ah oui, une boutique en ville? Oui, pourquoi pas? Alors il me dit, mais je vais te faire une petite remarque. Pourquoi tu veux aller en ville? Je lui dis, oh, ben parce qu'en ville, il y a plein de bus, il y a plein de gens, et les gens descendent du bus. Si un bus s'arrête devant la boutique, il y a plein de gens qui voient la vitrine. Et alors, les gens seront attirés si la vitrine est belle et on aura plus de clientèle et au moins je vendrai mes gâteaux. Alors il m'a dit, écoute, je vais te poser une question. Est-ce que Eberlin est dans une grande ville? J'ai dit non, Eberlin, c'est le 3 étoilés alsacien. À Illhaeusern, c'est un village de... Bon, chez nous, il y a 360 habitants. À Illhaeusern, il y a peut-être 500 habitants. Et je dis, ben non, il n'est pas dans une grande ville. Il m'a dit, écoute, tu peux devenir aussi connue et aussi grande que Eberlin. Mais il y a certaines conditions. Alors, est-ce que tu rêves d'être la plus grande? Je dis, écoute, je veux surtout toujours mieux faire et faire des très très belles choses. Et bien sûr, je souhaite que les clients apprécient parce que la reconnaissance de vos clients qui viennent vous dire « Ah, c'était délicieux », vos clients qui reviennent, une clientèle qui grandit, quelque part, c'est la reconnaissance et c'est vous donner plein d'énergie parce que vous avez l'impression d'être dans le bon et c'est vous donner plein d'énergie pour continuer votre travail et ça vous dit « Bon, ben, tu n'es pas tout à fait dans le faux, tu es un peu dans le vrai ». Alors, il me dit « Oui, c'est bien ». Mais pour ça, il faudra du temps. À l'époque, je dois dire, il y a 35 ans, on n'utilisait pas les moyens de communication habituels. Donc, il disait, il faut du temps, il faut de la patience, il faut faire ce que tu aimes et il faut surtout faire ce que les autres ne font pas. Il faut donner, être généreux, travailler à perte et être généreux pas seulement dans son travail, par rapport au travail, mais par rapport à la clientèle. N'oublie jamais, avec des petits morceaux de lard, on attrape des souris. Alors, je n'étais pas toujours d'accord avec lui. Quand il me disait des choses, au contraire, j'étais plutôt en opposition. Mais là, je trouvais que c'était quand même un peu juste ce qu'il disait. Et puis, bon, j'ai décidé de rester à Niedermanchvir et puis à prendre cette pâtisserie en main. Étant plutôt dans le côté créatif et artistique, le rythme des saisons me convenait parfaitement. Et en plus, on est dans une région où les traditions religieuses, les fêtes qui jalonnent l'année sont très respectées. À chaque fête, à chaque tradition, de nouveaux produits revenaient. Et donc, ce rythme de travail dans l'année, avec des moments de pointe dans chaque activité, en pâtisserie, plus ou moins toute l'année, en chocolat du mois de septembre au mois d'avril, en confiserie en été, en glace en été, en boulangerie toute l'année. Ce rythme me convenait vraiment très bien. Alors, les confitures. Encore, je faisais les décorations de vitrine, je les fais toujours, de la boutique. Et un jour, un client m'a apporté un panier de cerises. Au lieu de les utiliser pour faire une forêt noire, c'était des griottes Montmorency, je me suis dit, tiens, tu pourrais faire des confitures. Alors, maman passe à l'atelier à ce moment-là, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je vais faire une confiture de griottes. Elle me dit, ah non. Les confitures, c'est moi qui les fais. Hein, tu vas commencer à faire des confitures. Toi, tu es embauché pour faire des gâteaux et des chocolats. Et les confitures, moi, je les fais pour les beignets, pour les tartes à la fraise. Voilà. Alors, je dis, oui, mais écoute, j'en ferai qu'une fois. Et je les ferai pour la déco au magasin, pour ma vitrine.
Bon, d'accord. Les 5 premiers clients qui ont vu ces pots et qui ont voulu les acheter, elle a refusé de les vendre. Lorsque le 6e client est arrivé, il est venu me voir en me disant « On pourrait peut-être les vendre ». Je dis « Ah oui, oui, c'est peut-être une idée. Mais combien on va demander ?» Alors je dis « Écoute, combien ça coûte Bonne Maman ?» Alors elle me dit « Bonne Maman, ça coûte 7 francs 25 ». Alors je lui dis « Ah bon, j'ai quand même fait les choses à la main, j'ai tout dénoyauté à la main. On va demander 7 francs 80. » Elle dit « Oui, 7 francs 80, c'est largement assez cher. Hein. Ça se trouve, on ne les vendra pas. » Je dis « Oui, tu demandes 7 francs 80. » Mais je n'avais pas vraiment calculé qu'il fallait 1 heure pour dénoyauter 2,5 kg de griotte à la main. Et c'est comme ça qu'on a vendu les premières confitures. Mais j'étais partie pour en faire juste une fois. Et les clients sont revenus. Ils nous ont dit « Écoutez, c'est très bon. On en aimerait encore. » Je dis « Ah bon ?» Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la framboise, de la myrtille. Et je me suis vraiment prise au jeu. C'est vraiment devenu une activité un peu secondaire à mon travail parce que mes parents ne m'autorisaient pas à faire ça pendant mon travail. C'était vraiment une grande perte de temps. C'était inefficace. Quand Pierre Hermé venait à la maison, parce que la maman de Pierre Hermé est originaire de Niedermorschwihr, donc nous sommes très liés. Et mon père emmenait Pierre à la cave, il lui montrait les pots et lui disait « Mais Pierre, mais je perds de l'argent avec ça. Tu n'imagines pas. On doit investir dans le verre, on doit investir dans la matière première. Là, tout ça. Et en plus, tout cet argent dort. À la banque, au moins, ça rapporterait quelque chose. » Et Pierre était toujours émerveillé de toutes ces merveilleuses couleurs. Et il me disait, de ce goût, il me disait « Écoute, Christine, continue. Si c'est vraiment ce que tu aimes, continue. Moi, je te soutiendrai. T'écoutes pas ton père. » Et voilà, j'ai continué. Dernièrement, ma sœur a fait le compte. Je crois qu'on en est à près de 1200 sortes différentes avec les chutneys, les aigres doux. Et tout au long de l'année, je travaille environ 250, 300 sortes de confitures parce que chaque année, j'en fais d'une nouvelle. Je ne communique pas vraiment sur les nouvelles choses que je fais. Le client communique suffisamment pour moi parce que chaque année, je vends tous mes produits. Je n'en ai jamais assez pour mes revendeurs ni pour l'exportation. Mais surtout, ce qui me fait plaisir, c'est que je suis arrivée un peu à habituer mon client à goûter le produit de saison qui a été fabriqué et puis aussi à se retrouver devant un rayon devant lequel il n'a plus la fraise parce qu'il n'y a plus de fraises fraîches comme j'en utilise habituellement, de fraises d'Alsace, et ce qui l'oblige à choisir autre chose et ce qui l'oblige à une autre ouverture. Donc ceci est très intéressant. Voilà, alors la maison a grandi tout doucement, tout autant en fabrication de gâteaux, de chocolat que de confitures. Je partage mon temps, mes matinées, je travaille avec mes pâtissiers, chocolatiers, et les après-midi, nous fabriquons la confiture. Parce que pour le moment, comme vous l'avez vu dans ce petit film, tout se fait dans le même atelier. Et je travaillerai toujours dans mes petites casseroles en cuivre qui contiennent chacune 4 kilos de fruits. Et tout se fait dans le même lieu. Bon, nous sommes en train de construire une autre maison dans le village avec un atelier de confiserie, un atelier de chocolaterie, une cuisine aussi, parce que dans notre maison, depuis plus de 50 ans, on a une tradition de pâté en croûte et de conserve et de foie gras. Et c'est un domaine dont s'occupe mon frère. Et je garderai l'atelier de boulangerie, pâtisserie, glace en y rajoutant un salon de dégustation et aussi une petite école de cuisine. Voilà pour l'avenir. Et surtout, mon plus grand souhait, c'est toujours de pouvoir créer au rythme des saisons
avec beaucoup de générosité. C'est de pouvoir aussi, dans beaucoup de fabrications, ne pas avoir à compter mon temps, parce que je pense que c'est très important d'avoir du temps pour l'imagination, pour la créativité, c'est-à-dire pour la transformation de la matière. Parce que si on veut de beaux produits, il ne faut pas bousculer la matière, il faut vraiment la respecter. Je vous donne un exemple. Quand vous voulez éplucher des pêches sur le marché, il existe des centrifugeuses. Vous laissez tomber la pêche dans la centrifugeuse. D'un côté, vous avez une pulpe qui ressort. De l'autre côté, le noyau et les peaux. Mais votre pulpe s'oxyde tout de suite, tellement le fruit a été maltraité, tellement vous lui avez imposé je dirais, des douleurs. Et le résultat de votre confiture, du produit que vous allez faire, ou votre glace, ou votre confiture, s'en ressentira. Et ce ne sera pas le même résultat si vous achetez d'abord de très très beaux fruits, si vous les pochez tout d'abord, les épluchez à la main, si vous les défaites à la main de leur noyau, et ensuite les coupez et les cuisez par petites quantités. Je pense que le secret d'un bon produit, c'est d'abord savoir donner du temps, ne pas compter son temps et ne pas rentabiliser dès le départ. À chaque fois que j'ai fait un nouveau produit dans ma gamme, nous avons pris beaucoup de temps pour le faire, jusqu'à ce qu'il soit comme on l'aime, parfait. Et ensuite, nous avons réfléchi comment faire du point de vue du travail pour rendre le travail plus efficace et pour rentabiliser la production. Voilà. Alors, je dois dire aussi que je suis restée dans mon village parce que dans ce village, il y a un rythme très doux, très lent, beaucoup de lumière, beaucoup de soleil, beaucoup de couleurs. Les couleurs me ressourcent beaucoup. Les couleurs des produits que je fais me ressourcent aussi. Et je pense que dans une ville, je n'aurais pas été aussi créative. Je pense qu'il faut aller dans un lieu où on se sent bien, avant tout, pour faire des bonnes choses et bien les faire. Alors, je vais juste encore vous raconter une toute petite histoire, parce que j'ai écrit beaucoup de livres. J'ai travaillé avec, entre autres, Philippe Model, qui fait de la mise en scène et magnifique. Et le livre La cuisine des fées, La cuisine d'Alice, en l'an 2000, ont été faits avec Philippe Model, Bernard Winkelmann, des gens qui m'ont ouvert d'autres horizons. Et au départ, si vous m'aviez dit il y a 30 ans, tu vas écrire des livres, je vous aurais dit, je n'ai pas envie d'écrire des livres. Alors, un jour, des directeurs de collection sont arrivés dans ma maison. Ils étaient en train d'écrire 6 siècles de confiture. Ils ont ressorti des recettes anciennes à l'ancienne Bibliothèque nationale. Et ils ont voulu que je jette un regard sur ces recettes qui étaient plus des histoires et desquelles ne ressortait aucun ingrédient. Et donc, j'ai accepté de les aider et j'ai été très curieuse. Pouvant aller moi-même à la BN, je n'y ai pas pensé et je me suis dit, là, je vais découvrir enfin ce qu'étaient les recettes anciennes. Alors, j'accepte de les aider. Je téléphone à Pierre Hermé qui me dit, mais t'es complètement taré. Qu'est-ce que tu fais ? T'es en train de donner 20 ans de ton savoir à des gens qui vont se faire de l'argent avec un bouquin. C'est toi qui dois écrire le bouquin. Je dis, ah bon. Bon, je raccroche le téléphone. Et puis je dis, mais mince alors, je viens de dire oui à ces gens. Et maintenant, Pierre me dit de ne pas le faire. Mais qu'est-ce que je fais ? Surtout qu'il m'avait dit que si je le faisais, je ne te parlerais plus. Bon, je prends ma décision. J'appelle Pierre. Je dis, écoute Pierre, je ne fais pas. Tu as raison. 5 minutes après, j'appelle les directeurs de collection, je leur dis, je vous ai promis de faire, donc je ferai. Voilà.
au risque d'être en mauvais termes avec Pierre. Alors, ils viennent 3 semaines en Alsace, on fait des essais, on réécrit les recettes, on ressort tous les ingrédients de recettes qui étaient cités avec des mesures qui ne correspondaient pas du tout aux mesures d'aujourd'hui. Et on m'invite à Paris pendant une semaine. Et je logeais à Saint-Germain. Je n'avais qu'une envie, c'est de ne pas rencontrer Pierre Hermé qui se serait dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait à Saint-Germain ? Elle qui ne vient jamais à Paris ?» Et en fin de compte, le directeur de la maison Payot m'invite et me dit « Écoutez, je suis très heureux de votre travail. J'aime beaucoup votre produit et j'aime le travail que vous avez fait et je vais vous donner un pourcentage sur ce livre. » Je dis, ah ben non, il était prévu qu'il n'y ait pas de budget. Moi, j'ai dit que je le fais gracieusement, je le fais gracieusement. Il dit, non, je vais vous payer. Alors, il me dit, et puis en plus, on va éditer vos prochains livres. Je dis, moi, je n'ai pas du tout prévu de faire des livres. Puis, je ne sais pas comment ça fonctionne et je n'ai pas prévu ça. Il me dit, si. J'ai dit, écoutez, il y a un autre problème. Je connais très bien Pierre Hermé et Pierre Hermé me dit que les éditeurs sont des brigands. Il éclate de rire. Il me dit, écoutez, je vous donne un contrat. Donnez ce contrat à Pierre Hermé, puis de toute façon, je veux déjeuner avec lui. Et on en parlera. Et alors, j'ai rappelé Pierre en lui disant, bon Pierre, j'ai quand même fait le bouquin. Jean-François Lameunière veut te rencontrer, et puis on va parler de mes prochains bouquins. Ça a vraiment été une jolie leçon de vie. Et je me suis dit, tu vois, Christine, si tu n'avais pas été généreuse, curieuse, généreuse, et si en fin de compte, pour l'argent dont Pierre Hermé t'avait parlé, si tu avais reculé face à ces 2 éditeurs, peut-être jamais une maison d'édition t'aurait proposé quelque chose, et ces merveilleux voyages, ni ce merveilleux voyage que j'ai fait dans le monde des livres. Donc moi, je dirais... Je vais conclure là-dessus parce qu'il faut que je m'arrête de parler. Créer, c'est d'abord être généreux. Voilà. Je te propose d'organiser la dégustation. Oui. Alors, tous les pots ont été distribués, donc vous avez chacun une sorte de confiture d'églantine, framboise à la violette et rhubarbe. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, la première confiture que je travaille dans notre région, c'est la confiture de rhubarbe. La rhubarbe qui est un légume, avant tout. Et donc, la rhubarbe vient de Breusch-Wickersheim. C'est un petit village dans le Bas-Rhin. C'est un monsieur de 75 ans qui la cultive encore. Et cette année, j'ai travaillé 600... L'an passé, j'ai travaillé 600 kilos de rhubarbe. Il faut savoir que sur 600 kilos, vous avez presque 200 kilos de pertes, surtout de la manière dont je la travaille. Je l'épluche d'abord et j'essaie surtout de la réaliser en plusieurs cuissons pour obtenir ce joli morceau de fruit que vous découvrez dans vos pots. Alors, la framboise se travaille au mois du mois de juin jusqu'au mois de novembre, puisqu'il existe une framboise remontante les premières récoltes se font de juin à fin juillet et les deuxièmes récoltes de mi-août, quelquefois jusqu'au mois de novembre. Et de nombreuses personnes, c'est la framboise Mecker, et de nombreuses personnes la cultivent dans notre région, dans différents villages. J'en achète un tout petit peu en Allemagne aussi. Et c'est une framboise, lorsqu'elle est très mûre, elle révèle un parfum de violette. Donc je n'ai pas créé l'association framboise et violette. C'est le fruit qui me l'a soufflé, tout simplement. Et je l'accentue un tout petit peu avec une goutte d'essence de violette. Et l'autre confiture est une confiture de cynorrhodon, donc vulgairement l'églantine. Et donc c'est le fruit du rosier sauvage. Donc c'est encore un fruit qui est cherché par des particuliers, qui est nettoyé, on enlève ce qui reste de la fleur et la queue, et à l'intérieur il y a de la bourre qui est composée d'un pépin et de plein de petits poils.
Alors, il y a différentes manières de les enlever. Dans le temps, nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, qui avaient plus de temps que nous, la confectionnaient d'une façon parfaite. C'est-à-dire, elles prenaient chaque baie d'églantier, elles la coupaient et, avec un couteau, enlevaient les poils et les pépins, cette bourre à l'intérieur. Et ensuite, elles faisaient cuire les baies d'églantine dans de l'eau et les passaient dans un moulin à légumes. Alors, moi, j'achète les églantines donc aux particuliers qui les cherchent encore. Elles sont sauvages, ces baies d'églantier, et elles sont nettoyées lorsqu'ils me les apportent. Et je les fais cuire dans une très très grande casserole d'eau et je les fais passer dans différents tamis jusqu'à ce que tous les pépins et le maximum de petits poils soient enlevés. Alors c'est une confiture très particulière du nord de l'Europe. Et on en fait beaucoup en Pologne et on ramasse beaucoup d'églantines en Pologne encore. Voilà. Alors si quelqu'un a des questions à poser quant aux fabrications, je me fais un plaisir de vous répondre. Je lance sur une question qui est, peux-tu révéler à tout le monde ton secret pour garder les morceaux de rhubarbe entiers? Puisque si vous essayez de faire une compote de rhubarbe ou une confiture de rhubarbe, tout part en filament. Mais je sais que tu ne nous donneras pas la solution. Alors, si, il y a une solution. Il y a différentes solutions et différentes manières de cuire les confitures. On peut cuire une confiture en un seul temps, c'est-à-dire mélanger les fruits, le sucre, porter à ébullition un certain temps pour laisser évaporer l'eau qu'il y a en trop dans ce mélange. Mais c'est une cuisson très longue et surtout une cuisson qui fait exploser les fruits. C'est une manière qui convient rapide et qui convient tout à fait aussi aux personnes qui n'aiment pas trop les confitures avec des morceaux de fruits et qui préfèrent les confitures sous forme de marmelade, c'est-à-dire lorsque les fruits sont explosés à la cuisson ou lorsque les fruits sont passés dans un moulin à légumes. Alors, je procède de la manière du confiseur. On procède ainsi lorsqu'on fait des fruits confits. Je mélange les fruits au sucre et j'amène cette cuisson juste à ébullition. Ensuite, cette cuisson est versée dans un bol ou en métal ou en plastique. Et cette cuisson est couverte et elle est refroidie. Et pendant ce repos, pendant cette nuit, le fruit rejette son fruit, son jus, son eau, et le sucre que vous avez ajouté rentre en douceur jusqu'au cœur du fruit et commence déjà à le confire. Et le lendemain, tout simplement, se redonne une ébullition un certain temps. Le temps dépend toujours de la puissance de votre feu, de la quantité de confiture que vous cuisez, de la largeur d'évaporation de votre casserole. Et ensuite, je mets ma confiture en pot. Alors, lorsqu'on cuit en très grande quantité, il y a une autre manière qui s'appelle la cuisson à la royale. C'est la cuisson qu'on fait dans les confiseries habituellement. On fait un sucre cuit d'abord avec du sucre et un peu d'eau. Ce sucre cuit est amené à 117 degrés, c'est-à-dire au petit boulet. Et ensuite, les fruits sont versés dans ce sucre cuit. À la maison, c'est un peu plus compliqué parce que lorsque vous versez quelque chose de froid dans un sucre qui est cuit, à ébullition ou un caramel par exemple, ça monte dans votre casserole et c'est même un peu dangereux. Mais c'est une manière de confire très rapidement le morceau. Ce choc entre le chaud et le froid, cette cuisson de sucre importante fait que le fruit est tout de suite saisi. Ensuite, pour les dés de rhubarbe, il y a encore une autre manière. Lorsque vous cuisez le sucre et le fruit en un temps, au moment où ça bout, le fruit a déjà lâché une partie de son eau
Vous sortez les morceaux de rhubarbe, vous les réservez dans un bol et vous continuez la cuisson du sirop de sucre jusqu'à un certain degré, jusqu'à 110 degrés au thermomètre. Et ensuite, vous remettez les morceaux de fruits dans votre confiture. Voilà. Mais il faudrait que je vous donne un cours pratique. Est-ce qu'il y a des questions pratiques ou moins pratiques sur le métier? Moins pratiques, oui. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à la gélatine, ce qui a marqué sur les pots que vous mettez de la pectine de pomme. Alors, est-ce que vous l'avez fait depuis le début ou, Oui, voilà, je l'ai fait depuis le début. Et pourquoi vous utilisez Mais la pas pectine dans de toutes pomme? les confitures. Par exemple, l'églantine n'a pas de pectine, parce que c'est un fruit qui est sous cette forme de pâte dès le départ. Mais pour le moment, comme je fais je ne sais combien de sortes de confitures dans l'année, j'ai fait faire une seule étiquette. Parce qu'il y a des confitures, je les fabrique par 50 pots ou par 100 pots. Et je ne pouvais pas me permettre de faire 1000 ou 2000 étiquettes de chaque sorte de confiture. Donc il y a une étiquette sur chaque pot qui est la même. Mais je préférais marquer pectine sur chaque pot pour que le mot pectine y soit, surtout dans les confitures qui en contiennent. Mais bon, il y a une nouvelle loi qui est en vigueur depuis le 15 décembre. On a d'ailleurs eu un contrôle des fraudes un 22 décembre parce qu'un de nos collègues nous a dénoncé comme quoi on n'était pas encore au point du point de vue des étiquettes et de l'étiquetage. Il faut maintenant noter sur chaque pot exactement le contenu, les sortes de fruits, le pourcentage des épices, du chocolat. Les confitures qui contiennent du chocolat n'ont plus le droit d'être appelées confitures. Il faut leur donner une autre dénomination. Donc, ça fait déjà 6 ou 8 mois qu'on travaille sur ce projet d'imprimer nos étiquettes nous-mêmes. Il existe des systèmes et donc sur chaque pot, il faudra aussi mettre en évidence tous les produits. Si maintenant il y a des produits qui génèrent des intolérances et des allergènes, il faudra tout mettre en évidence, écrit d'une façon plus grasse sur les pots. Pour le moment, je ne le fais pas, mais on va y travailler. Alors, pour ce qui est de la pectine de pomme, alors on peut rajouter de la pectine en poudre, mais on peut aussi soi-même faire sa pectine de pomme en utilisant les pommes du mois de juillet, qui sont bien acides, et on peut en faire une gelée que l'on rajoute suivant un certain pourcentage aux fruits qui ne contiennent pas beaucoup de pectine. Bonjour madame, Bonjour. je vous remercie tout d'abord pour cette conférence et pour la dégustation des confitures. Pardon, j'aurais une question quant à comment vous faites pour imaginer de nouvelles confitures. Par exemple, comment vous êtes arrivé à la combinaison de la violette et de la framboise? Est-ce que vous avez juste ouvert vos placards et dit tiens, j'ai des framboises et de la violette et si je les mettais ensemble, qu'est-ce que ça fait? Alors la violette, c'était très simple. J'ai utilisé un jour une framboise très mûre et il y avait un parfum de violette dans l'air de mon atelier. Et j'ai tout simplement accentué ce parfum. Alors pour les compositions, c'est très simple. Ce dimanche, j'ai travaillé avec une étudiante, entre autres, qui a fait une école de commerce et qui veut se lancer dans la fabrication des confitures vendues sur des marchés et fabriquées uniquement avec les fruits que l'on jette dans les grands magasins ou à la fin des marchés. Donc, comme je connais bien sa famille, elle m'a demandé de l'aider dans l'élaboration. Alors, elles ont fait une centaine de pots au mois de décembre qu'elles ont vendus sur un marché. Elles ont passé 20 heures pour les fabriquer, 20 heures pour les vendre. Elles ont encaissé 550 €. Et donc, elles ont fait appel à moi pour leur expliquer comment travailler d'une façon plus fonctionnelle, plus organisée, pour les mélanges aussi. Et elles sont arrivées chez moi. Je leur ai dit d'aller sur les marchés en Alsace, parce que c'est une entreprise qu'elles veulent monter à Paris.
Elles sont allées sur des marchés en Alsace, elles ont récupéré des fruits et nous avons préparé les fruits. Et alors, elles m'ont dit, oui, on avait de l'ananas, on a décidé de faire une confiture à l'ananas. On avait un peu de mandarine, on a décidé de faire de la mandarine. On ne sait pas comment faire des mélanges, on ne sait pas comment faire pour faire quelque chose de bon, comment créer. Et alors, je leur ai appris d'abord à préparer les fruits, parce que le temps le plus important passe à la préparation des fruits. Donc, on a préparé tous nos fruits, on les a épluchés. Là, en l'occurrence, il fallait beaucoup les nettoyer, puisqu'il y avait des fruits abîmés. Bon, moi, je ne fais jamais des confitures avec des fruits abîmés. Parce que, bon, le risque dans ce genre d'entreprise, lorsque vous travaillez de la belle matière, c'est très beau, c'est très agréable. Lorsque vous travaillez de la matière qui est toujours abîmée, moi, franchement, ça me déprimerait. Je leur ai expliqué que lorsqu'un marchand de fruits veut me donner encore des cajots de fruits abîmés, je dis, tiens, je te donne ça à moitié prix. Mais je ne les achète pas. Je dis, moi, je ne veux pas travailler des fruits comme ça. Je veux travailler des beaux fruits. Bon, elles, en l'occurrence, elles ont un projet. Et donc, les fruits seront abîmés. Mais il faudra faire... je pense qu'elles auront un travail supplémentaire à faire pour motiver les troupes, parce que les fruits ne sont pas très jolis au départ. Et alors, on a d'abord réfléchi aux textures, parce qu'il y a certains fruits qui ne contiennent pas de pectine, ou alors je leur ai expliqué comment faire, comment en rajouter. Et si elles ne veulent pas utiliser de pectine, je leur ai appris à faire certains mélanges pour obtenir une bonne consistance de confiture. Par exemple, il y avait du potiron. Le potiron, il a fallu le blanchir, et ce potiron ne contient aucune pectine, donc il fallait le mélanger avec de la poire qui était plus épaisse pour donner une jolie consistance à la confiture. Donc je pense que, avant de composer, je pense qu'il faut connaître la texture et la texture après cuisson que donne chaque fruit. Je pense qu'il faut connaître parfaitement le goût de chaque fruit, le goût transformé, le goût du fruit lorsqu'il est cuit, parce que c'est différent, sa puissance de goût est différente. Et à partir de ce moment-là, on peut composer pour créer des mélanges équilibrés. Et il faut aussi savoir ce que vous aimez. Moi, quand je fais un mélange, que ce soit dans le chocolat ou dans la confiture, par exemple, là, on va au Japon dans 15 jours pour nos chocolats, je leur ai créé un chocolat Manjari, qui est un grand cru, citron et cardamome. Moi, j'aime découvrir les saveurs par paliers. D'abord le chocolat, ensuite le citron, ensuite la cardamome. Et il faut vraiment que le mélange soit équilibré et que ce soit un très joli mariage dans votre bouche, sur votre palais. Alors, c'est vous qui définissez ça. Mais avant ça, il faut faire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en confiturant qu'on devient confiturier. Et alors, au fur et à mesure, ce sera passionnant. Moi, quand j'ai des élèves en cours, ils sont complètement paniqués. Ils écoutent à moitié. Et ils ont très peur. Ils ont peur de cette composition. Ils ont peur de se tromper. Mais vous savez, moi, je me trompe encore aujourd'hui. Et heureusement. Et c'est ça qui est magique. Aussi, quand on se trompe, on peut toujours faire mieux le lendemain. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Il faut oser, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. Et puis se dire, et Jean-Pierre Coff m'a dit un jour, tu sais Christine, même la confiture, la plus mauvaise que tu as faite, si tu l'as fait goûter à quelqu'un qui n'en fait jamais, il trouvera peut-être ça très très bon. Et tu trouveras toujours quelqu'un dans l'assemblée qui te dira, oh c'est magique, parce que le goût de chacun est différent, l'envie de chacun est différente. Donc vous trouverez toujours un public.